Bonjour à tous. Alors, j'ai choisi dans cet instant de lecture, bonjour, de vous lire un extrait du livre de Patricia Daré. Et j'ai choisi de vous mettre devant les fleurs. Alors, je vous lis l'extrait du livre qui est page 139. Un syndrome de Stockholm particulier. En tant que médium, deux catégories de défunts sont à distinguer. Il y a ceux qui sont passés dans l'au-delà et ceux qui, n'étant pas passés, sont encore dans notre réalité. Quand ils sont dans l'au-delà, nos morts sont en paix. Ils retrouvent une forme de sérénité et exercent toutes sortes d'activités en fonction des nécessités de leur évolution. L'au-delà est en quelque sorte une dimension parallèle à notre réalité, qui n'a pas les mêmes référents spatio-temporels et qui échappe donc en partie à notre compréhension. Une fois dans l'au-delà, nos morts sont en mesure de nous envoyer leur force, leur amour, et peuvent par exemple être à l'origine de certaines synchronicités que nous vivons. L'interaction qui peut exister entre eux et nous reste fondamentalement positive et motivée par les meilleures intentions. Ce n'est pas le cas quand il s'agit des esprits bloqués dans notre réalité quotidienne. Le fait même qu'ils n'aient pas réussi à passer dans l'au-delà est un indice de leur attachement à leur vie terrestre. Cela montre que leur conscience, détachée de leur corps physique, ressent encore avec trop d'acuité des douleurs et des nœuds affectifs liés à leur vie matérielle. Cela concerne ce que j'appelle les esprits errants, qui rôdent parmi nous, se déplacent d'un lieu à un autre. La plupart sont perdus et déboussolés. Ils sont lestés par leur bon sens terrien et ont une mémoire altérée. Cela concerne également ce qu'on appelle les fantômes, qui, eux, se cantonnent à rester dans un endroit bien précis, un lieu où ils ont vécu, celui où ils sont morts, ou tout autre endroit auquel, pour une raison ou une autre, ils étaient attachés à de leur vivant. Les esprits, qui ne sont pas passés, sont angoissés, inquiets, centrés sur des problèmes qui les empêchent de s'élever. L'interaction qui peut exister entre eux et nous est fondamentalement négative. Même si certains sont tout simplement perdus et n'ont pas une volonté consciente de nuire, leur influence ne saurait être positive. Ils ne sont pas en mesure de nous apporter une quelconque force d'amour ou de compassion puisqu'ils en sont en vérité les premiers nécessiteux. Un esprit errant peut être à l'origine d'un phénomène qui constitue une influence négative sur nous et que j'appelle l'infiltration. Pour survivre, il va se coller à un vivant dont la vibration est voisine de la sienne et absorber son énergie. L'entité ne vient pas dans un but aimant, elle est là à des fins égoïstes pour exploiter la personne qu'elle infiltre. Elle est toujours très mauvaise et de très mauvaise compagnie, lourde et fatigante, qui ne peut ni aider ni protéger. La plupart d'entre nous n'ont pas conscience de ce phénomène et à mesure qu'ils cohabitent avec l'entité, ils deviennent perméables à ses envies, ses pensées et ses états d'âme. Tout cela influence et oriente certaines de leurs propres pensées et de leurs actions. C'est pour cette raison que l'infiltration a une retombée épouvantable sur l'existence des gens. On en est constamment sous influence. Si l'entité n'a pas envie de voir les gens que l'on côtoie, on ne les verra plus. Si elle ne veut pas travailler, on ne travaillera plus. Insensiblement et progressivement, si l'entité est assez forte, on finit par se plier à sa volonté. Il devient plus difficile de vivre avec les autres, de s'intégrer. On s'isole, on s'enferme dans une déprime chronique, sans réelle envie que notre situation change. On finit par être dépendant de l'entité qui, elle, souhaite que l'on soit seul et nous influence pour éloigner tous les gens qui peuvent nous approcher. On est physiquement affaibli, on a du mal à récupérer.
Paradoxalement, quand certains prennent conscience de sa présence, ils vont la considérer comme un compagnon de vie qui les aime. Plutôt que d'être seul, j'ai quelqu'un avec moi. Certaines personnes l'identifient à un garde de l'esprit, ce qu'elle n'est absolument pas, c'est un parasite. Elle me parle, me dit ce que je dois faire. Mais tout ce que l'esprit errant peut nous dire ou nous pousser à faire ne sert que ses propres intérêts. C'est une cohabitation qui est dangereuse, au même titre que de vivre en couple avec quelqu'un qui nous manipule ou qui nous bat. Quand la personne prend conscience de la présence de l'entité, elle a malheureusement trop tendance à la considérer comme une compagnie rassurante qui d'une part atténue sa solitude et d'autre part lui donne le sentiment de se distinguer, d'être différent des autres, de vivre une expérience insolite et valorisante. En vérité, tout cela n'est qu'illusion, puisque l'infiltration est souvent à l'origine de cette solitude et son influence ne peut être que nocive et destructrice. En tant qu'exorciste, si l'on vient me voir pour un tel problème, je vérifie tout d'abord que la présence d'une entité est bien à l'origine du phénomène. En effet, il suffit d'avoir une déprime passagère pour être vidé de son énergie de la même façon. S'il y a infiltration, plus l'entité est installée depuis longtemps, plus il est difficile d'agir, car avec le temps la personne infiltrée s'habitue, s'attache et devient dépendante de cette relation. Il n'est donc pas rare que les personnes infiltrées souffrent d'un syndrome de Stockholm. Bien qu'elles soient en quelque sorte les otages des entités en question, elles finissent par ne plus pouvoir les quitter. Elles s'accrochent à leur bourreau, à leur ravisseur. Une personne sur deux ayant conscience de la présence de l'entité et que j'aide à s'en libérer souffre de ce syndrome. Avant que j'amorce mon travail de nettoyage, elle me dit « Une entité est collée à moi, je veux qu'elle parte ». Mais plus le moment de s'en débarrasser approche, plus la personne appréhende le fait de se retrouver seule. L'entité, elle, est toujours avec moi et elle-même. Beaucoup se laissent ainsi prendre au piège, car l'esprit errant n'est capable ni d'amour ni de compassion. Il a déjà assez d'angoisse et de problèmes à résoudre pour en plus s'occuper des nôtres. Il ne peut constituer qu'un frein à notre épanouissement. Dans ce cas, une fois le travail de dégagement accompli, plutôt que de me dire « merci, je me sens libérée », la personne me dit « Mon Dieu, quelle solitude !» En partant, l'entité a pris une partie de son énergie vitale et a laissé un vide. Alors, quand la personne est seule, elle va avoir tendance à la rappeler à elle. Il arrive ainsi qu'on me recontacte. Vous voyez, cela a recommencé. Mais si certains ne m'avouent pas que l'entité est revenue parce qu'ils l'ont voulu, d'autres par contre me disent « Je sais qu'elle me détruit, mais je l'ai rappelée car je ne peux pas m'en passer. » Une fois débarrassée de l'entité, la personne passe toujours par une période de regret et de manque. Une personne sur deux en moyenne rappelle à elle l'entité que je viens de faire partir, et il faut alors tout recommencer. Maintenant, je m'assure en premier lieu que les gens veulent vraiment être libérés. Dans le cas contraire, c'est extrêmement fatigant pour moi, car au moment où j'agis, je me retrouve face à l'entité et la personne qui forme un bloc et me vide toutes deux de mon énergie. Une condition importante pour pouvoir agir réside dans la détermination et la volonté de la personne de se débarrasser de l'entité qui pollue son énergie. Pour cela, je lui laisse une période de réflexion et il arrive que l'on revienne vers moi pour me dire « Non merci, je veux rester infiltrée ». Il est important que la personne en question ne soit pas passive. Elle doit lutter psychologiquement pour consolider sa détermination à se défaire de l'entité. C'est une condition essentielle pour la réussite de l'entreprise. Cette volonté doit être maintenue et réaffirmée pendant la période qui suit le départ de l'entité, période charnière pendant laquelle cette dernière est prête à revenir et où la personne ressent avec le plus d'acuité le vide qu'elle a laissé derrière elle. Le phénomène d'infiltration est favorisé dans les lieux où beaucoup de gens sont amenés à mourir. Les hôpitaux en sont un bon exemple, car ils sont particulièrement chargés d'esprits errants. En effet, si beaucoup de patients meurent, certains d'entre eux ne passent pas dans l'au-delà et ne comprennent pas ce qui leur arrive.
Ils ne réalisent pas toujours qu'ils sont morts, et certains parcourent les différents services de l'hôpital à la recherche de leur médecin traitant, et personne ne les voit ni ne les remarque. De manière générale, l'hôpital est un lieu privilégié pour les infiltrations, car non seulement il y a beaucoup de décès et donc d'esprits errants, mais aussi du fait des anesthésies générales pratiquées sur les patients. Si notre sommeil habituel fait partie du cycle naturel de récupération du corps physique, l'anesthésie générale, elle, est un sommeil artificiel provoqué par des substances chimiques. Celles-ci fragilisent nos défenses et il se peut que notre corps énergétique se fissure à certains endroits, facilitant ainsi l'infiltration d'un esprit errant. Au réveil, nous avons une entité qui est collée à nous et qui pollue notre énergie corporelle, à notre insu, et à l'insu des médecins qui ne sont pas formés pour régler ce genre de situation. En tant qu'exorciste, j'ai souvent croisé ce cas de figure. Depuis son opération, un tel est différent. Il a beaucoup changé, il déprime. Si cela est la plupart du temps dû au contre-coup de l'opération, il arrive également que ce soit les conséquences d'une infiltration. Le phénomène est assez courant pour que l'exorciste pose toujours la question à la personne qu'il doit traiter. Avez-vous subi une opération sous anesthésie générale? Mais l'anesthésie ne suffit pas en elle-même, et tout dépend de la vigueur et de la résistance du corps énergétique de chacun. Celui-ci peut être fissuré sans qu'on ait subi d'opération. Il est plus ou moins robuste selon notre équilibre physique et moral, notre hygiène de vie, les chocs émotionnels que l'on a eus, les médicaments que l'on prend, etc. Il va sans dire que l'alcool et les drogues, comme tout ce qui a affaibli notre corps énergétique, nous exposent plus directement à ce phénomène. Même si les infiltrations nous concernent tous car il y a des esprits errants partout autour de nous, elles sont néanmoins plus fréquentes dans les métiers qui côtoient les morts de près. Il y a bien sûr tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, comme les infirmières, les médecins, mais on peut citer également les employés des pompes funèbres, les thanacopracteurs et les médiums. Beaucoup de médiums, en voulant se connecter à l'au-delà pour leurs clients, s'exposent à des entités errantes et négatives. Il m'arrive ainsi régulièrement d'aider d'autres médiums à se dégager d'entités qui les infiltrent. Ils ont des angoisses, ils entendent leurs pensées, leurs suggestions et sont perturbés dans leur travail. Certains esprits errants qui infiltrent désirent passer dans l'au-delà, mais sont tout simplement perdus et ne savent pas par où commencer, ni comment faire. Je ne peux les aider à trouver la sortie que si j'ai l'autorisation de ma hiérarchie. Ce n'est jamais moi qui décide, car je ne suis pas là pour avoir du pouvoir sur les esprits et décider de leur sort. Les médiums ne sont que des intermédiaires qui doivent suivre les instructions de leur hiérarchie. C'est elle qui sait ce qui est prévu dans notre programmation et dans celle des esprits. Il arrive donc que ma hiérarchie me dise « Ce n'est pas à toi de faire passer cet esprit, autre chose est prévue pour lui. » Si certains esprits errants ont envie qu'on les aide et que j'en ai l'autorisation, je peux les faire passer dans l'au-delà. Mais d'autres sont trop omnibulés par leurs problèmes et refusent toute main tendue. Dans ces cas-là, s'ils ont infiltré quelqu'un, je ne peux que les décoller de l'énergie corporelle de cette personne. Il n'est pas possible de faire passer un esprit dans l'au-delà contre son gré. Et c'est bien cette impossibilité qui se pose en ce qui concerne ce qu'on appelle les esprits négatifs. Ces derniers ne sont motivés que par le pouvoir de nuisance qu'ils peuvent exercer sur nous. Il y a tout d'abord les esprits des personnes particulièrement négatives et nocives ayant vécu sur terre. Mais il y a aussi ceux que certaines religions appellent des démons qui ne peuvent pas changer. Ils ne se sont jamais incarnés et ne s'incarneront jamais. Ils sont l'essence même de la négativité. Ils constituent une puissance maléfique immuable qui n'est là que pour nous jauger et nous mettre à l'épreuve. L'humain est toujours en évolution. Et même un esprit qui a eu une vie de meurtrier peut se rattraper et se bonifier via d'autres expériences. Même s'il devient un esprit négatif, qui ne passe pas dans l'au-delà, il peut grandir et s'éclairer. Ce sont ces différents types d'esprits négatifs que l'on fait venir quand on fait des séances de spiritisme. C'est la raison pour laquelle je déconseille de prendre ces jeux magiques à la légère.
Cela peut avoir des conséquences néfastes. Une fois qu'on les a appelés, on ne sait pas comment les faire partir, alors ils restent à nos côtés, polluent notre environnement et peuvent éventuellement nous infiltrer. Si on les provoque et qu'on les y invite, n'ayant aucun remords, ils n'hésitent pas à posséder les gens. Il n'est plus alors question pour eux d'investir non seulement le corps énergétique de la personne, mais bien de prendre sa place à l'intérieur de son corps physique, de la même façon qu'un médium peut canaliser un esprit en transe. Les effets sont beaucoup plus dévastateurs et traumatisants. Et heureusement, les possessions sont plus rares que les infiltrations. C'est même très rare, je rajoute. La dernière fois que j'ai traité un cas de possession, c'était par téléphone. Une femme m'a dit être persuadée d'avoir quelque chose en elle. En discutant, j'ai senti qu'elle était en effet habitée par un esprit négatif et lourd. Elle m'a expliqué comment cela lui était arrivé. J'ai été hospitalisée il y a quelques années pour une maladie grave. J'ai eu tellement peur de mourir que j'ai fait appel à un groupe de prière qui a prié à mes côtés pendant une semaine. Après ce séjour à l'hôpital, je suis sortie guérie, mais avec quelque chose d'autre en moi, qui a commencé à dévaster ma vie. Il faut faire attention au groupe de prière, car il suffit qu'une seule personne envoie des ondes ou canalise quelque chose de négatif pour que tout le groupe émette une négativité et la projette, via la prière, sur la personne à soigner. C'est ce qui est arrivé à cette femme. Pendant qu'elle continuait à me parler, je me suis concentrée sur l'esprit négatif qui l'habitait. À un moment donné, en le visualisant, je l'ai touché pour le chasser. S'étant suivi un hurlement au bout du fil, puis d'autres voix, plus ou moins graves, se sont succédées. Ensuite, 2 grognements. J'ai entendu la femme me dire « Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas moi, j'ai peur. » Et ça a recommencé de plus belle, des cris, des rires sardoniques. « N'ayez pas peur, je le chasse, lui ai-je répondu. » Ce n'étaient pas des hurlements de femme, mais des rugissements de bêtes. Elle m'a raconté ensuite que son chien était allé se cacher et qu'elle-même avait été terrorisée. En 10 minutes par téléphone, l'esprit négatif était parti. Même si aujourd'hui elle est complètement libérée et qu'elle va pour le mieux, elle a ressenti dans les jours qui ont suivi mon intervention comme un vide en elle. Cela montre que même dans les cas extrêmes, comme la possession, quand le corps s'est habitué à cohabiter avec d'autres esprits, qu'ils soient errants ou négatifs, une fois que celui-ci a été chassé, la personne passe par une période de nostalgie dangereuse. Voilà, j'avais envie de vous lire une partie de cet extrait, donc de ce chapitre. Après, elle décrit d'autres cas qu'elle a eus par rapport à des enfants. Et puis, je vais vous faire un autre petit instant de lecture dans le même livre sur le pardon.